Le 26 juin 2021, Déprisonner mettait à l'honneur les femmes qui se déprisonnent. L'occasion pour Odile de s'entretenir avec les intervenantes et de traiter de la condition des femmes incarcérées, de féminisme et d'anticarcéralité. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et comment ça se fait que tu as atterri là aujourd'hui et qu'est-ce que tu es venue nous raconter ? Alors, moi, je suis là. Alors déjà, je m'appelle Sol. Je suis journaliste de formation. C'est mon cœur de métier, mais c'est pas ma principale activité. Je suis dans le milieu militant depuis presque 10 ans. Et c'est par là que j'ai commencé à m'intéresser à la question carcérale et à la question de l'abolitionnisme pénal. Et à toutes ces questions de genre, de violence de violence systémique et de violence du système en fait. Et comment est-ce qu'il se transpose dans le système pénal actuel dans notre société. L'abolitionnisme pénal, ça vient d'où ? Ça veut dire quoi ? L'abolitionnisme pénal, c'est un courant de pensée qui essaye de réfléchir à penser autrement la justice. Donc c'est réussir à ne plus être dans un système de punition. Après, quel système par quel système le remplacer, voilà, ça c'est très ouvert et un peu particulier à chaque situation aussi. Mais voilà, c'est essayer de réfléchir à quel est l'impact du système pénal dans notre société et quelle violence ce système-là fait vivre, à qui, pourquoi et comment. Et de ce postulat-là, réfléchir à est-ce qu'il est vraiment utile, est-ce qu'il est vraiment efficient et est-ce qu'il est vraiment efficace. Et comment on explique que c'est une proposition de réflexion qui est portée par des mouvements féministes ? Il s'explique parce que les minorités de genre, dont font partie les femmes, même si c'est une majorité de la population, ont ce couperet de la société de par leur genre. Donc que ce soit les femmes, les personnes trans ou de genre non conforme, c'est vraiment des personnes qui sont de fait discriminées au sein de la société, de par leur état. Et en plus de ça, vont subir une violence particulière du système pénal. Donc les deux sont complètement liés en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une réflexion qui vient de ces milieux-là, parce que c'est des personnes qui subissent autant la violence à l'intérieur du système pénal que dans la société de manière générale. Et aujourd'hui, tu es venu parler un peu de te faire le relais du livre de Gwenola Ricordo. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit, de quel point de vue elle parle aussi ? Gwenola Ricordo, du coup, c'est une chercheuse française qui s'est expatriée outre-Atlantique, qui réfléchit sur les questions de l'abolitionnisme pénal depuis plus de 15 ans, qui l'a fait déjà dans un premier temps au Canada, puis maintenant aux États-Unis, parce que c'est des sujets qui sont beaucoup plus libérés là-bas. Il y a une réflexion et une réelle recherche universitaire qui se crée là-bas. Et il y a surtout une réelle réflexion politique aussi qui s'est créée là-bas. Et elle parle en tant que chercheuse et aussi en tant que personne concernée, de par le fait qu'elle est proche de personnes qui a été incarcérée. Et sa vision des choses, c'est d'essayer de penser tout ce qu'elle fait par le prisme du féminisme intersectionnel. Donc c'est vraiment essayer de réfléchir à la situation des minorités de genre et des minorités sociales à l'intérieur du système dans lequel on vit. Tu nous as parlé tout à l'heure de la communauté. En quoi c'est une dimension importante en fait dans cette réflexion ? La communauté en France, c'est très mal vu. Quand on dit qu'on fait partie d'une communauté, tout de suite on est taxé de communautariste, de vouloir être exclu de l'entité société républicaine, tout ça, avec des valeurs particulières. Alors que la communauté, en fait, une famille, c'est une communauté. On est rempli de communautés. Une communauté, c'est les gens avec qui on vit, c'est les gens avec qui on réfléchit, c'est les gens avec qui on a des accointances politiques. Tout ça, donc les communautés, elles sont extrêmement importantes pour leur réflexion, pour leur dimension de soutien. Je parlais tout à l'heure des personnes LGBT. Les communautés LGBT, elles sont extrêmement importantes parce qu'on est des personnes qui sont souvent discriminées dans le cercle familial. Donc ça veut dire que notre première communauté de vie,
nous exclut. Donc il faut absolument qu'on en trouve une autre. Donc on fait corps communautaire pour pouvoir survivre en fait. Ici c'est une communauté par exemple qui réfléchit à l'oralité, au patrimoine oral et ainsi de suite. Et donc c'est une communauté qui réfléchit sur son vécu, sur sa vie, sur son histoire locale. Donc la communauté c'est aussi c'est important parce qu'une communauté elle a une histoire. Et on n'a pas tous les mêmes histoires. Et donc une communauté, ça permet d'archiver cette histoire-là, de transmettre cette histoire-là, qui n'est pas forcément connue du grand public, mais il y a une archive qui existe. Donc des histoires de lutte, des histoires de plein de choses en fait. Donc une communauté, c'est extrêmement important pour ça aussi, d'archiver une histoire et de la transmettre. Du coup, la communauté des prisonniers, ce serait quoi ? La communauté des prisonniers, elle rassemble plein de communautés différentes. Parce que la communauté des prisonniers, elle va faire mettre en lien des gens qui sont à l'intérieur du système, qui réfléchissent sur le système, qui luttent contre le système, parfois même, qui lutte pour le système, on ne sait pas. Donc c'est une communauté intersectionnelle, je dirais. C'est ça qui est beau, d'ailleurs. C'est que moi, je ne suis pas directement concernée par la question carcérale, et pour autant, presque si, en fait. Je suis à moitié concernée, mais bref. Et en même temps, ce que je raconte fait complètement écho à ce que Sylvia, par exemple, pourrait raconter en tant que personne concernée. Donc, il y a des échos qui se font, et c'est ça qui est important. Une communauté peut rencontrer une autre et créer une nouvelle communauté, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, former en fait la communauté-société, sans oublier que c'est plein d'entités différentes. Et enfin, du coup, tu dis, je rebondis à ce que tu viens de dire, parce que tu nous parles de Sylvia qui peut venir témoigner de quelque chose de vécu, de Gwenola Ricordo qui assume le fait d'être concernée par la question aussi au moment où elle s'exprime, et de toi qui es journaliste mais qui assume le fait d'être militante. Et du coup, est-ce que tu peux me parler de ce rapport-là, de comment c'est important ou pas, ou enfin ce que tu penses du fait d'être très attachée à une question pour pouvoir en parler? En fait, je suis venue dans le journalisme par le biais du militantisme. Donc j'ai déjà d'abord été militant avant d'être journaliste. Et ça, en fait, après, c'est la grande question. Est-ce qu'un journaliste est vraiment impartial ? Est-ce que vraiment on peut faire la différence entre militantisme et journalisme ? Moi, je dirais que non, parce que quand tu t'intéresses à un sujet, c'est que tu as un intérêt pour le sujet, puisque tu y portes un intérêt. Donc déjà là, on n'est plus objectif. Déjà par le choix de ce qu'on décide de chercher, on est déjà plus objectif. Donc l'objectivité journalistique, elle est inexistante. Après, bien évidemment, il faut faire attention à pas non plus être dans le parti pris et de tomber dans la non-recherche parce qu'on a un parti pris. Ça, c'est évident. Et c'est là où est toute l'objectivité journalistique, c'est d'essayer de faire un pas de côté et de voir le sujet dans son ensemble. Mais différencier militantisme et journalisme, pour moi, c'est pas possible. Parce que, de fait, de par le choix de nos sujets, on est de toute façon militant. On décide de montrer quelque chose. Là, aujourd'hui, vous êtes là, vous avez décidé de montrer cet événement-là. Alors que vous auriez très bien pu aller sur n'importe quel autre événement de la région. En tout cas, moi, je vois le principe de se dire j'ai envie de diffuser une information qui me paraît essentielle pour le bien-être de notre société et pour son évolution. Donc oui, je suis très souvent taxée de militant, de journalope, tout ce qu'on veut. Mais je l'assume parce que pour moi, c'est essentiel. C'est à partir du moment où tu t'intéresses à un sujet, si tu ne travailles pas, tu sors rien derrière. Ou alors tu sors un article du Monde qui a été écrit en une demi-heure. Bon, bah, très bien, ça fait vendre, mais ça ne fait pas avancer la société. Donc, et le cœur de notre métier, c'est quand même de donner de l'info qui fait évoluer la société. Donc, je pense faut qu'on revienne aux bases aussi de notre métier, quoi. Où on n'est pas là juste pour diffuser le fait qu'il a fait beau aujourd'hui. On est là pour diffuser le fait qu'il a fait telle température et que c'est peut-être pas évident que normalement, à cette période-là de l'année, il fasse aussi chaud. On a tout ce qu'il fait, mais normalement, c'est pas le cas, quoi. Donc, aller ailleurs, quoi. Faire un pas de côté. Déprisonner, ça veut dire quoi pour toi? Déprisonner, c'est
c'est essayer de sortir d'un système qui enferme les gens, et pas que de la prison. Parce que, comme on l'a dit à la fin, il y a plein de formes d'incarcération. L'incarcération psychiatrique, l'incarcération institutionnelle, enfermer les gens dans des cases. Rien que nos numéros de sécurité sociale, c'est un enfermement. Pourquoi est-ce qu'on a un 1 et un 2? À quoi ça sert? À part pour recevoir à 60 ans, savoir si tu dois recevoir la prostate ou le cancer du sein, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on est dans un enfermement permanent, dans une case, dans des normes extrêmement restrictives où des prisonniers, c'est un ensemble de choses. Là, on parle de la prison, mais est-ce qu'on n'est pas emprisonné par la pub? Est-ce qu'on n'est pas emprisonné par tout un tas de normes, de genres, de normes sociales, d'obligations et d'exigences de tenue, de ce genre de choses. Donc déprisonner, c'est réfléchir à une société qui se pense comme étant une société. Et qu'on arrête de se dire individu qui peut juger un autre individu et qu'on est tous responsables de ce qui se passe dans notre société. Et déprisonner, c'est sortir de tous ces carcans-là, quoi. Et donc de la prison. Merci. Merci à vous. Retrouvez d'autres podcasts, des articles et les événements de l'agenda Déprisonné sur déprisonné.org.